j'ai changé un peu le titre de ma présentation, en fait. Et ça va changer encore plus parce que ce matin, dans le bus, j'ai été frappé par une idée géniale, en fait. Parce que je voulais commencer mon texte en disant que c'est une présentation très exploratoire, style état de la question. Ce qui était une manière de spinner le fait que j'ai pas vraiment de thèse positive et que j'ai pas vraiment fait d'avancée intéressante sur le sujet. Mais finalement, ce matin, j'ai eu l'illumination. Donc ça implique que je vais devoir un peu reformater mon texte. Donc je m'excuse si c'est un petit peu bizarre. Alors, donc je vais m'intéresser en fait à la nature du même, élitiste ou démocratique, et à la menace de la normification. Alors pour expliquer ça un petit peu, tout éclaircissement conceptuel, quand on parle de quelque chose qui est dank, en fait on parle d'un mime qui est dank, c'est un mime qui est frais. Donc en termes d'originalité, mais aussi en termes de durée de vie. Donc un mime qui est jeune, ou qui est encore en niche, encore underground. Edgy, c'est un peu différent. L'idée c'est qu'un mime qui est dank, il peut se normifier avec le temps. Donc s'il se normifie, il devient normie. Et là, ça veut dire que c'est un mime qui a atteint un niveau de notoriété qui est tel qu'il est reconnaissable dans le mainstream par des normies, c'est-à-dire par des personnes normales qui ne passent pas leur vie à regarder des mimes. Donc évidemment, c'est très péjoratif. Hein. Un mime normie, c'est un mime qui n'a plus d'intérêt en fait. Et je vais me poser la question de pourquoi. Pourquoi le mime est plus intéressant quand il est normie, quand il devient populaire? On peut penser qu'à cause de sa nature très dynamique, le mime peut devenir stale, il peut devenir usé assez rapidement. Considérant qu'un nouveau mime va passer par une tonne d'itérations qui peuvent très vite vider son potentiel comique. Et justement, il y a une claire explosion dans les années récentes de l'influence des mimes sur les réseaux sociaux, de sorte qu'on ne peut plus vraiment parler d'un phénomène marginal. Et l'exemple le plus frappant, selon moi, est l'utilisation des mimes par les entreprises et par les politiciens, ce qu'on appelle colloquialement « jumping the shark ». Et justement, l'utilisation corporate, si on veut, des mimes représente un petit peu le point de non-retour où là, le mime est tellement normifié qu'il n'a plus aucun intérêt. Alors, comme ça, par exemple. Voilà. Ok, selon ce que je me demandais, c'est est-ce que la normification du mime était problématique simplement parce qu'elle diminue son efficacité comique, parce qu'à force d'être trop répété, il est plus drôle, ou est-ce que c'est sa popularité même qui cause problème? Et si c'est le cas, là on aurait quelque chose d'élitiste dans la nature du mime. Pour répondre à cette question, en fait, la question est-ce que le mime est élitiste ou démocratique, ça implique déjà un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose d'intrinsèque au mime, une nature stable, qui fait qu'au-delà des permutations et des itérations, la mécanique interne du mime ferait en sorte qu'il serait en soi élitiste ou démocratique. Il y aurait comme une substance métaphysique au mime. C'est un peu bizarre. Cependant, là, la question que je vais me poser plus précisément, qu'est-ce que je veux dire par démocratique ou élitiste? La question précisément c'est une question sur la valeur du mime. Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un mime? Est-ce que c'est un bon mime ou un mauvais mime par rapport à sa propagation? Le fait qu'il soit normie ou dank. C'est un peu ça la question. Justement, d'un point de vue si on prend un point de vue vraiment descriptif et objectif sur le mime, voire un point de vue darwinien, on pourrait dire le mime, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se réplique. Sa business, c'est la réplication. Donc le succès du mime, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait un bon mime? De ce point de vue-là, c'est uniquement l'ampleur de la propagation. Et ça, si on fait un parallèle avec le mime égoïste de Dawkins, ici, donc si on est descriptiviste, le gène égoïste de Dawkins, en fait, il est pas mesuré, son succès n'est pas mesuré par l'avantage qu'il procure à son porteur, mais simplement par sa capacité à se reproduire. Et on pourrait dire la même chose, on pourrait parler d'un selfish meme. Si on voit le meme, juste du point de vue du meme lui-même, de meme's eye view, on pourrait dire, eh bien, il est bon uniquement s'il se propage le plus possible. Et dans ce cas-là, la normification n'est pas un problème, mais en fait plutôt la consécration du meme, qui devient vraiment, qui atteint le succès réellement. Cependant, force est de constater que c'est pas comme ça qu'on voit le meme d'habitude, qu'on voit sa valeur. On va plutôt adopter une attitude normative ou prescriptiviste. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire que le mime, pour qu'il soit bon, il doit être quelque chose. Il doit être drôle, notamment. Et lorsqu'il se propage trop, il n'est plus drôle. Cependant, c'est pas ça toute l'histoire. Parce qu'il y a d'autres critères qui font qu'un mime est un bon mime. Et notamment, dépendamment des groupes, on va souvent voir que le mime, pour être bon, pour rester dank, il doit rester niche. Il doit rester underground. Donc ici, c'est l'idée que le problème avec la normification, c'est pas seulement que le mime n'est plus drôle parce qu'il est trop populaire, et donc à force de répétition, il a perdu son tranchant comique. C'est pas un accident, ce serait plutôt ici que
c'est la popularité en soi du meme qui cause problème. Et ça, c'est très élitiste. La question qui se pose ici, c'est sociologiquement, qui décide qu'est-ce qu'est un bon meme et qu'est-ce qu'est un meme trop normifié. Et souvent, c'est les membres des premières générations de memers, en fait, qui vont se présenter comme les arbitres, qui décident qu'est-ce qui est un bon meme, qu'est-ce qui ne l'est pas. Évidemment, il y a beaucoup de parallèles à tirer avec les phénomènes dans la musique, comme le selling out ou le Gamergate, par exemple. Et ici, la question, c'est de savoir, en fait, qui, dans les acteurs, dans le monde du meme, a le pouvoir épistémique, si on veut. Donc, est-ce que c'est les créateurs de memes, qui sont peu nombreux, qui sont assez élitistes, mais qui ont une grande influence, parce que c'est vraiment eux, dans la chaîne causale, qui commencent la chaîne causale du meme? Ou est-ce que ce serait plutôt les consommateurs, qui sont très nombreux, qui sont plus ou moins connaisseurs, qui ont moins d'impact causal sur le début de la chaîne de création du meme, mais qui, au final, déterminent collectivement le succès ou la normification d'un meme? Ok, bon. Alors, je vais tout de suite faire mon espèce de autre conclusion que je voulais amener, qui m'a frappé ce matin. Parce que donc là j'ai développé un peu une théorie de la valeur du meme, savoir s'il est élitiste ou démocratique. Mais une autre manière qu'on pourrait aborder la question, qui est peut-être un peu plus intéressante, c'est de savoir si elle est en termes de pouvoir. Le meme donne du pouvoir à qui? Au peuple ou à une élite? Et puis ici, en fait, la question de savoir dans ce cas-là, est-ce que le meme, comment le meme influence la politique? Est-ce qu'il est démocratique dans cette manière d'influence? Ça dépend de la conception de la démocratie qu'on adopte. Et si on prend une conception vraiment uniquement, une conception classique, agrégative ou majoritaire de la démocratie, on va dire que oui, la création du meme, c'est démocratique parce que c'est une manière horizontale de créer et de distribuer de la propagande. Donc c'est une manière que l'influence politique soit vraiment horizontale et ça bypass les structures traditionnelles des médias et des partis politiques. Cependant, si on prend une autre conception de la démocratie qui est plutôt ce qu'on appelle délibérative, où là on va considérer que ce qui est important pour la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, mais c'est un processus ouvert de délibération entre des égaux, l'échange d'arguments, échange de raisons, et qu'au terme de la délibération, là on prend une décision qui est vraiment démocratique. Si c'est ça notre critère pour la démocratie, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on dirait que les memes ne aident pas vraiment à avoir un dialogue démocratique intéressant, et au contraire, ça permet beaucoup de fake news, beaucoup de trucs très polarisés. Donc là, on peut se demander, est-ce que vraiment c'est démocratique? Merci.